Romain. Power Apps, outils en développement, ça veut dire quoi? Quel est le nouvel outil qui arrive ou qui s'intègre avec Power Apps? Alors, vaste sujet, on va faire court. C'est pas tout Power Apps qui passe en Visual Studio. Ah, Alors, donc on parle de Visual Studio. Voilà. Ça te parle, Christopher? Oui, un petit peu. Il y a eu beaucoup de progrès. Comme on le sait, le début de Power Apps, c'était des briques de Lego qu'on associait dans des PowerPoint améliorés. Voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, on a toute la gestion de cycle de vie applicatif qui est dans le cloud. On a des contrôleurs de source, de version. On a la coédition de plusieurs personnes, parce qu'au début, c'était un développeur à la fois, pas deux. Enfin, bon, il y avait plein de choses. Aujourd'hui, on a plusieurs en même temps. Le bon effet tunnel. C'est ça. et justement, quelque chose qui est parfois un peu moins connu, c'est que dans certains cas un peu plus extrêmes, on va, dans le low-code, pouvoir utiliser et réaliser des composants sur mesure qui portent un nom qui s'appelle le PCF, connu. Okay. Voilà. Il y aurait un programme d'investissement immobilier. Ouais, le parti politique. Le parti communiste français. Aussi. Oui. Et c'est vrai que Power Platform était un peu rouge au début. Non, plus sérieusement, donc c'est le nom pour globalement des composants que tu crées de façon custom. Comme les visuels custom sur Power BI, etc. Voilà, c'est du code incorporé dans ton... Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les connecteurs, il y a plein de choses qu'on peut faire sur mesure. On se dit, parce que, ok, j'ai 90% de mon besoin rentre dans du low-code, il y a juste un tout petit truc qui a zéro solution. PCF qui veut dire quoi, du coup? Joker. à chaque fois, j'oublie. J'oublie le P, en fait. Platform Component Framework, ouais, c'est dans le genre, ça doit être. Bien essayé, je valide cette version. C'est ça, c'est juste le P, j'oublie tout le temps. Mais le reste, c'est bon. Mais globalement, l'idée que tu vas retrouver avec ça va être, en fait, aujourd'hui, tu développes tes composants dans ton coin, de préférence avec Visual Studio. Ensuite, tu déploies, tu regardes ce qui se passe. Ce qui arrive, ce qui se met en place, c'est les tunnels. C'est pour ça que je blague sur les tunnels depuis le début. C'est que tu vas avoir tous ces tunnels techniques qui vont se mettre en place. Je vulgarise énormément. Si nos architectes étaient là, je sens qu'ils avaient la grosse goutte de sueur. Ils vont l'avoir en m'écoutant parler. Mais là, je vulgarise beaucoup. L'idée, c'est que tu parlais de courbe d'apprentissage. En fait, Resolver, c'est la même. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce sujet avec un architecte qui m'a dit « Je m'en fous ». Parce que globalement, il se dit « Moi, quand je développe, ça marche ». Et sur la machine, ça marche. Non, lui vraiment. Et globalement, il dit puis s'il y a un bug, je mets une trace et je regarde. Bon, parce que ça reste des développements très simples. On est loin de ce que font les équipes de dev pro, etc. Okay. Et donc du coup, il dit j'ai les 3 bugs que tu vas avoir quand tu fais un composant custom. Voilà. Mais en termes de courbe d'apprentissage, par contre, tu vas avoir ton debugger qui est connecté en temps réel. Tu vas avoir tes déploiements qui sont déployés en temps réel. C'est-à-dire, tu vas être comme dans Visual Studio. Tu fais ton composant custom, hop, clic, build, déploiement, mon apps, elle se lance, je regarde, je vois, j'ai le debugger accroché en mode pas à pas, je vois toutes mes traces en temps réel, comme tu développerais du vrai code dans Visual Studio. Voilà, donc oui, en effet, j'ai un peu blagué au début. Mais donc, c'est pour cette partie PCF. C'est à la partie et connecteur, enfin tout ce qui est dev, custom. Voilà, tout ce qui est dev custom. Alors voilà, c'est sympa. Et c'est vrai que pour ceux qui ont vécu les 5 dernières années sans ça, c'est un peu la blague de l'architecte avec qui je parlais ce matin. Et on a fait 100 jusque-là. Ça fait 5 ans qu'il fait 100, il se débrouille. Bon, il est content, il va. Mais par contre, oui, je pense qu'il y avait, comme tu disais pour Angular, il y avait un gap pour les plus jeunes. Et surtout, faut pas oublier que même si au début, dans la Power Platform, c'était plus des développeurs qui se mettaient au low-code, les citizen dev, ils regardaient pas trop. Mais on a la population intermédiaire qui sont les makers professionnels, qui sont de l'IT pro, qui ne sont pas des citizen dev, mais qui ont eu 100% de formation low-code. Aujourd'hui, par exemple, on a des gens qui sont des IT pro dans nos effectifs, qui font du low-code H24, sans être passés par la case dev, qui ont eu que de la formation low-code. Et donc, pour eux, la case développement de composants sur mesure, elle est monstrueuse. Alors que les gens qui ont passé 5 ans, 10 ans dans le dev, dans les équipes mais là, ça ne les aidera pas plus. Enfin, si tu ne sais pas développer, de toute façon, tu ne vas pas débugger. Ils ont des bases de développement, ils en ont mis en cours, mais ils n'ont pas autant d'expérience qu'un Christopher, ils n'ont pas son niveau, et du coup, le PCF, pour eux, c'est hors de question, quoi. Et le fait d'avoir tous tes trucs connectés, en fait, c'est que tu appuies sur Play. Voilà.
et t'as le truc qui est en rouge et voilà, t'as pas besoin de t'amuser à scroller, à chercher ton code. Parce que t'as ça aussi, il faut tout connecter, machin, que je déploie, que je teste. En vrai, en dehors de la blague du l'architecte, il a pas besoin. En vrai, c'est plus rapide, comme tu dis. T'as pas à aller déployer ton truc, connecter, machin. T'appuies sur ton bouton build, boum, ça build, ça déploie, play, ça s'exécute. Alors, question volontaire, est-ce que finalement, pour une plateforme dont la philosophie est le low-code, soit de plus en plus doté d'outils qui viennent purement du dev, c'est un comble ou c'est une bonne nouvelle? C'est juste que le low-code, comme je le dis dans plein d'autres de mes émissions et mes séries que je fais, moi, c'est qu'il y a plusieurs usages et il y a plusieurs low-code. Tu as le low-code des IT Pro, tu as le low-code des Maker Pro, tu as le low-code des Citizen Developers, tu as le low-code des curieux. Il parle à tout le monde, donc à un moment, on sait que le dev custom est permis, il faut qu'il soit à la hauteur du mec qui s'est développé. C'est ça. C'est comme dans une voiture, tu peux rabaisser les sièges arrière pour rentrer des gros meubles. Peut-être que des gens ne le feront jamais, mais voilà. Ça permet d'éviter de faire du bricolage pas du tout safe sur les extrêmes. Exactement. Ça, voilà. Si tu as besoin d'un petit bout, d'ailleurs, nous, on va en avoir besoin. Là, on a eu le cas hier après-midi. On a un client, franchement, ils ont un ensemble applicatif qu'ils ont besoin. Il y a un point, franchement. Si on le faisait en pur low-code, c'était un peu moins réactif parce qu'il y avait plein qu'il y avait juste une petite fonctionnalité où ils avaient besoin de vérifier en super temps réel des correspondances entre des numéros de série, des saisies, des infos. Ça se fait à peu près en low-code, mais là, on va le faire juste pour cet écran-là. On va faire un composant custom qui va être tac au tac. Ça va faire tac tac boum boum très vite et ça va être super réactif. Point. Parce que sinon, on était dit mince, on va comme pas refaire toute une partie du projet parce que ça aurait été bizarre. Ils avaient tout leur parc applicatif en low code, mais pour un besoin, il fallait ouvrir une page d'autre. Non, c'était naze. Donc tu vois, t'as des use cases, mais c'est vrai que si 90% de ton projet, en tout cas c'est ma vision, c'est qu'il y en a qui la partagent pas. Mais ma vision, c'est, si tu as 80% du projet ou même déjà plus de 30%, j'ai envie de dire, qui est à faire en custom. Il y a peut-être un problème de choix techno. De choix techno, ou en tout cas à réfléchir. Moi, je suis plutôt vraiment dans une logique, soit faire du fusion dev, c'est-à-dire prendre le meilleur de toutes les technologies ensemble et les mettre. Donc moi, j'ai aucun remords à avoir dans un ensemble applicatif. Un peu de quoi. Et puis l'éditeur te le permet pour ça. Hein. Enfin, on a la même logique côté Power BI. Tu as les visuels custom, tu as peut-être 100 visuels natifs, voire un peu plus, qui te satisfont. Si à un moment, ton métier, il a un truc très spécifique dans le monde de l'énergie, du transport, où tu es le seul à utiliser ces graphes-là, mais ils sont essentiels, autant te le développer, toute la boîte l'utilisera. Voilà. Et c'est fait pour ça, concrètement. Bien, ça apporte du cadre. Moi, ça me fait penser un peu à Excel. Oui. À l'époque, tout le monde a fait des magnifiques macros. Là, les 3/4 des trucs Excel peut te faire comme tu veux avec tes recherches V, tes formules. Par contre, si tu veux commencer à faire des highlights de cellules avec des conditions bien spécifiques, etc., tu vas commencer à passer par les macros. Tu vas le faire en Python. On en revient avec notre news Python. Mais tu vois, quelqu'un qui a déjà fait des macros sous Excel, on sait combien c'est difficile, et en fait, tu peux t'amuser à les faire autrement. Et quand tu as vraiment un environnement de dev qui se charge de toutes ces petites problématiques pour toi, c'est un gain de temps. Et puis surtout, moi, il y a vraiment le côté aussi courbe d'apprentissage. Moi, je sais quand j'avais pas de barbe, que j'étais un jeune développeur, la partie la plus dure, c'était pas d'écrire du code quand je débutais, c'est quand j'arrivais sur une nouvelle techno, c'était tout le process de déployer mon code et le faire fonctionner et le tester dans les vrais environnements. Et comprendre pourquoi il fonctionne pas. Non, ça c'est normal. C'est comme le dit la phrase, hein, c'est 50% du temps de dev, c'est le débugage, mais ça prend 90% du temps. Voilà, c'est beau. On a une tasse qui écrit ça dessus. Mais plus sérieusement, moi c'est vraiment aussi, je me rappelle quand je débutais, chaque fois que je débutais, quand il y avait une nouvelle techno qui sortait, chaque fois le vrai problème c'était réussir ce cycle de passer de mon écran à l'environnement. Et là, ouais, c'est cool, il y a un vrai gain de temps. Et puis, mine de rien, au quotidien, même ceux qui disent je sais faire, comme tu l'as dit justement, le push button, j'appuie sur un bouton, ça part. Mine de rien, c'est 1 minute à chaque fois. 1 minute plus 1 minute, ça fait une journée. Toutes les bonnes pratiques de l'IT dans l'entreprise, hein, comme la gestion des déploiements, etc., qu'il n'y avait pas au début et tout ce qui maintenant nous permet de monitorer, c'est forcément mieux pour le low-code. Il y en aura plus dans l'entreprise avec plus de personnes qui pourront participer, quitte à ce que tu viennes faire. Nous, c'est ce qu'on faisait à l'époque, intervenir
un des consultants qui sait plus développer que les autres pour aller faire le visuel custom, parce que c'était du JS derrière et que le consultant data savait pas forcément en faire, ou ne savait pas en faire, et du coup, mais au moins, ça te permet de travailler en équipe sur des sujets en disant, tiens... C'est même plus simple, c'est-à-dire que si, j'aime beaucoup le Fusion Dev, et si demain, je veux que Christopher participe à un des projets de mon équipe, ben, en fait, il sait qu'il n'a pas à stresser, parce qu'en gros, on va lui dire... T'es chez toi. On paramètre ton, Visual Studio. Et quoi, du low-code? Non, mais on a Visual Studio. Ah, non, il a pas besoin de s'embêter. C'est-à-dire, tu vas arriver, tu vas avoir un archi ou un tech lead qui va te paramétrer l'environnement. Il va te dire, l'appli, elle est faite, le cadre, il est là, ton composant, il se pose ici. Et toi, t'es dans ton Visual Studio, tu fais ton bouton, tu regardes ce qui se passe et tu te préoccupes pas de ce qui se passe. Là, il y a des étoiles dans les yeux, tu l'as totalement convaincu. Si elle le café, c'est bon. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager.